Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, dévoilement de la 54e édition du Carnaval de Lorrainville, invitation au 4e colloque en ressources humaines du Témiscamingue, levée de fonds pour le Centre de santé de longue durée Anishinaabe, reportage sur la 8e édition du Salon des artistes et artisans du Témiscamingue, départ à la retraite pour le journaliste Daniel Sirois et résumé des matchs des Pirates de Ville-Marie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Infotémis. Le Carnaval de Lorrainville dévoilait la programmation de sa 54e édition le 16 novembre dernier au Centre Richelieu de Lorrainville. Ce fut l'occasion pour les duchesses du Carnaval de recevoir leur manteau à l'effigie du Carnaval. Aussi, il y a eu présentation des capsules vidéo où les duchesses font connaître l'organisme qu'elles ont choisi de représenter. L'édition 2019 du Carnaval promet d'être haute en couleurs avec des activités comme un match extérieur des Pirates de Ville-Marie sur la glace de la patinoire de Lorrainville, le spectacle de Matt Lang à l'église, le souper-spectacle mettra en vedette les Trois Accords et le groupe témiscamien Les Huit Sourcils, et aussi le bal en verre, lui, regroupera des artistes comme Marjo, Martin Deschamps et Rémi Chassé. Comme par le passé, une multitude d'activités extérieures attendent aussi les visiteurs. Pour tous les détails de la programmation, on vous invite à visiter le site Internet du Carnaval, www.carnavaldelorrainville.ca. Plusieurs nouveautés sont au programme, comme nous l'explique le président du Carnaval de Lorrainville, Simon Gélina. On mise sur plusieurs choses cette année, à vrai dire. On s'étend sur plusieurs activités. On mise côté spectacle, ça c'est sûr. Il y a des gros noms qui viennent nous rencontrer cette année, mais on a des beaux partenariats avec des entreprises, surtout du Témiscamingue, qui fait qu'on va pouvoir offrir des belles choses. Cette année, écoute, côté spectacle, on a quand même les Trois Accords qui seront présents au souper spectacle. On a Fat Cats, un groupe des années 50, et les Huit Sourcils pour le souper spectacle. Bien sûr, l'Éden Rouge comme traiteur. Fait que cette soirée-là, le soir du couronnement, on en promet pour tous les goûts. Mais quand on a les Trois Accords, on est vraiment heureux de les avoir avec nous. Après ça, avant ça même, on a la fin de semaine d'avant, le 18 janvier, on a un spectacle à l'église qui revient avec Matt Lang. Matt Lang qui est venu au Festival Western cette année. Fait que là, on a la version vraiment là, qui fit dans une belle église. Écoute, en même temps qu'un défilé pour les duchesses, on va présenter nos filles. Puis encore là, on avait un partenariat avec les Trouvailles de Florentine et Studio Imaginard qui ont travaillé, qui ont suivi les filles toute l'année. Fait que prise de photos, si vous avez pu voir les affiches en rentrant, c'est tous eux qui ont fait ça. Les filles on les a fait vivre un petit rêve pendant toute l'année, on les a gâtés. Puis c'est ça. Fait que là, il y a les défilés avec des vêtements. Les filles, c'est tous des règlements, des conditions qui ont, s'ils vendent plus de temps de billets, ils pourront obtenir toutes ces tenues-là qui vont leur appartenir après cette expérience-là. Mais ce soir-là, ils les défilent, on les présente et ensuite Matt Lang. Oui, elles vendent des billets pendant l'année, mais ce qu'on veut, c'est premièrement, ils représentent une entreprise de leur choix. Fait qu'elles, ils viennent supporter, ils viennent donner une publicité à ces entreprises-là qui en ont parfois de besoin, puis on sait que des fois, une publicité, ça peut coûter cher, ça peut être dispendieux pour une entreprise. Fait que premier but pour elles, c'est ça, mais aussi d'être ambassadrice de notre carnaval, d'en parler, d'être là. Fait que quand ils vendent des billets tout au long de juin jusqu'à là en janvier, bien, ils sont là pour vendre notre programmation, puis d'en parler, d'attirer les gens. Puis c'est là l'importance d'avoir des filles de différents styles, différents genres. C'est ça qu'on veut. On veut pas un stéréotype de filles non plus. On veut des mères de famille, on veut des femmes plus âgées. On est ouvert à ça, puis c'est ça qui est beau. Puis cette année, on le voit, quand on a un lancement avec plus de 125 personnes, bien, ça nous amène des gens, puis ça le fait parler de nous autres. Puis les retombées aussi. Oui, les filles vendent des billets, mais ça, ces sous-là, cette année, on redonne plus de 5 000 à la communauté. On redonne à des écoles, on redonne à la fabrique de Lorrainville. On redonne à des gens qui en ont réellement besoin. Fait qu'on est là pour ça.
Puis nous, le carnaval aussi. Parce qu'on des fois, nous, on redonne. Tu sais, il y a au 50e, il y a des modules de jeu au parc qui ont été implantés, qui ont été achetés par le carnaval de Lorrainville. Puis ça nous rend fiers. On est là pour travailler pour notre communauté, dynamiser notre municipalité. Écoute, nous, si on réussit ça, notre paye, c'est ça. Pour terminer, mettons, toute édition spectacle, le 16 mars, on va finir avec le bal en verre. Fait que ça, c'est vraiment un beau partenariat avec CKVM. On a la Bannique et Desjardins, bien sûr, et le Rift. On fait tout ça ensemble. On a vraiment des méchants beaux artistes. On a Marjo qui sera là, Martin Deschamps et Rémi Chassé. Fait que c'est le show rock de l'hiver qu'on va avoir au mois de mars. Il va y avoir un concours qui va suivre ça, un concours VIP où les gens pourront assister au soundcheck, qui pourront aller souper avec les artistes à la Bannique. Et aussi, concours hoodies. Fait qu'on va avoir un beau hoodies zipper, capuche, à l'effigie du spectacle, c'est tout au dos du hoodies. Fait que les gens pourront participer via la page Facebook du Carnaval, pourront se prendre en photo avec un article de Desjardins, un logo qui leur appartient à Desjardins, et bien sûr un billet qui se seront procurés. Ces gens-là, on tirera 50 personnes parmi eux qui pourront se mériter un hoodies d'une valeur de plus de 35 $. Alors, on fait vraiment de cet événement-là un beau wow pour le mois de mars. Et bien sûr, c'est la fin de semaine de Saint-Patrick. Et de là, le thème du bal en verre, Desjardins. Fait qu'il y a un beau concept dans tout ça. Côté activité extérieure, cette année, on a encore des belles surprises. Écoute, on a toutes les choses qui reviennent. On a les courses de motoneige. On aura la course de motoneige des Duchesses cette année. Les filles pourront participer. Jeux gonflables, on a des belles choses. On a un labyrinthe de 60 pieds de long. On a le défi esquive, un peu comme dans les défis Wipeout, où il y a un bio qui tourne, il faut que les gens sautent quand ça arrive. Écoute, puis on a les quilles humaines cette année. On a des quilles de 6 pieds d'eau gonflables qui sont là. Les gens devront descendre dans une boule Zorb-Ball qui rentre complètement à l'intérieur et dévaler la pente et aller faire tomber les quilles en bas de la pente. Ça, c'est notre petit côté extrême du dimanche. Et on a aussi le match des pirates. Alors, 3 périodes, 3 équipes différentes du Témiscamingue qui vont s'affronter amicalement avec les pirates, ici sur notre glace extérieure. Fait que vraiment, on en promet de toutes les sortes. Un autre partenariat qu'on a fait aussi, c'est avec Simarine Ferron de Ville-Marie. On a le parcours mini-VTT, mini-motoneige. Fait que les enfants pourront aller faire des tours avec des vrais mini-motoneiges et des vrais mini-VTT. Et c'est Simarine Ferron qui l'ont pris en main, cette activité-là. Puis ils pourront être là pour recevoir les gens. Fait que, puis plein d'autres choses qui vont suivre. Mini-ferme, tour de poney, tir sur neige. On a des artistes de feu qui seront là à l'extérieur aussi. Vraiment un dimanche, là, Desjardins qui va être à couper le souffle. La surprise qu'on a cette année, qu'on a un produit qu'on a mis de l'avant, puis c'était un peu mon dada, c'était mon petit bébé que je voulais pousser jusqu'au bout, avec une entente de la microbrasserie Barbe-Brou. On a notre bière qu'on va vous dévoiler ce soir. Alors, c'est quelque chose de vraiment wow. C'est la Queen du Carnaval, à l'effigie, avec notre design. Elle est très bonne. Alors, on va pouvoir la retrouver dans 4 différents commerces au Témiscamingue, surtout à Lorrainville, IGA Boutin, Tabagie Lorrainville, Dépanneur Béco et à Gig, à la boucherie Fruits et Légumes, qu'on pourra trouver nos produits pour les 3 mois qui vont suivre pour notre édition du Carnaval. Fait que, comme je pourrais dire, le Carnaval cette année, on avait des belles surprises. Quand on dit que le Carnaval qui saura vous donner des frissons, je pense que cette année, on va atteindre notre but, puis on va vraiment le réussir. Fait que moi, j'invite tous les gens du Témiscamingue et de l'extérieur à venir nous voir. On va les recevoir à bras ouverts. L'année passée, on a reçu plus de 5000 personnes et on en attire de plus en plus à chaque année. Alors, vous êtes les bienvenus. Les gens de l'extérieur, venez nous voir. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. La Société de développement du Témiscamingue, en collaboration avec le Centre local d'emploi de Ville-Marie, la MRC de Témiscamingue et le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, invite la population au 4e colloque en ressources humaines du Témiscamingue, présenté sous le thème « La rétention des talents, ça commence maintenant ». Dans le contexte actuel où l'on constate une compétitivité accrue ainsi que des difficultés de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre, la gestion des ressources humaines est un élément d'importance pour les entreprises afin d'assurer leur pérennité. 2 conférences sont donc au programme afin d'outiller les participants dans leur méthode de recrutement ainsi que dans la fidélisation de leur main-d'œuvre. Ce colloque aura lieu le 28 novembre prochain à Lorrainville et nous avons rencontré à ce sujet Marisol Boucher-Lupien, conseillère aux entreprises pour Emploi Québec au Centre local d'emploi de Ville-Marie. Marisol, c'est le 4e colloque en ressources humaines pour le Témiscamingue. Est-ce que vous savez d'où ça part, cette série de colloques? En fait, c'est suite à la mise sur pied du réseau RH au Témiscamingue, donc ressources humaines RH. Puis, on voulait informer les entreprises, les supporter, avoir des formations vraiment qui portent sur les ressources humaines.
donc une journée de ressourcement pour eux. Donc, c'est là que, dans le fond, j'ai mis en place le premier colloque en ressources humaines, il y a 8 ans, parce que c'est aux 2 ans. C'est aux 2 ans. Oui, Qui sont les partenaires dans cette journée-là? Habituellement, c'est la Société de développement du Témiscamingue. OK. Cette année, il y a aussi la MRC du Témiscamingue et le Carrefour Jeunesse Emploi. En fait, on s'allie, je me suis alliée de l'équipe stratégique démographique du Témiscamingue, en lien avec la planification stratégique du Témiscamingue, OK. pour, dans le fond, mettre en place le 4e colloque en ressources humaines. Parce que, on le sait, on a un enjeu démographique qui est d'accueillir 500 nouvelles personnes d'ici 2022. Oui. Donc, dans le fond, c'est une belle opportunité pour les entreprises, oui, de recruter de la nouvelle main-d'œuvre parce qu'il y a des gens qui vont venir s'établir ici. Donc, c'est une opportunité à saisir pour les entreprises. Donc, dans le fond, c'est vraiment pour former les entreprises en ressources humaines. Donc, il y a un thème à chaque colloque et cette Oui. année, le thème, c'est la rétention des talents. Ça commence maintenant. Oui. Je pense que cet enjeu-là, c'est d'actualité encore pour le Témiscamingue. Oui, c'est sûr. On en parle d'année en année. Donc, des moyens de rétention, mais ça commence par le recrutement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça commence maintenant, dès le recrutement. Si le recrutement est bien fait, on a de meilleures chances de retenir la main-d'œuvre. Ça va se passer comment la journée? Dès 8h30, je vais vous accueillir. Donc, et les entreprises peuvent se réseauter aussi. On sait qu'ils aiment toujours parler entre eux, c'est ça. Donc, puis dès 9h, on commence avec notre mot d'ouverture et on va vous informer. Donc, on va avoir une présentation de l'équipe démographique du Témiscamingue, stratégique démographique du Témiscamingue, puis Desjardins et Emploi Québec, donc le Centre local d'emploi, pour vous présenter un peu les nouvelles stratégies, l'accompagnement qu'on peut faire au niveau des entreprises. Puis, il va y avoir aussi Anne Brunet-Baudry, notre économiste d'Emploi Québec, qui va venir nous parler un peu des tendances économiques du Témiscamingue et de la région par rapport aussi au Québec. Et là, par la suite, les 2 conférences de la journée vont débuter. La première conférence dans l'avant-midi, c'est sur le recrutement. Ça dit, en fait, on l'a toujours fait comme ça, pourquoi on le changerait? Oui. Donc, il va être question, en fait, d'innovation durant cette conférence. Oui, j'ai vu M. Simon Clément en septembre dernier au colloque à ressources humaines de Rouyn-Noranda, puis je l'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur. Donc, il est vraiment dynamique, super dynamique. Il est très, très authentique aussi. Donc, des fois, avec des conférenciers de Montréal, on dit, ben oui, ils ont des belles stratégies, mais c'est pas toujours applicable aux PME sur notre territoire. Chez nous, ouais, c'est ça. Donc, lui, il a vraiment des bons outils, des belles idées. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, je l'ai contacté pour qu'il vienne faire le 4e colloque du Témiscamingue. Donc, c'est ça, c'est un homme très dynamique, puis des outils simples pour les entreprises. Ils vont sortir de là, la tête remplie d'idées, ça va mijoter. Donc, c'est vraiment ça qui est le but. Parce que dans le fond, quand on assiste à ce genre de colloque, on reçoit toutes ces idées-là et par la suite, c'est à nous, selon notre entreprise, selon ce qu'on a dans notre entreprise, de choisir ces outils-là. C'est on n'est pas obligé inspirant. de toutes les appliquer. Mais non, c'est ça. C'est pour vous inspirer. Puis je sais que les entreprises sont très occupées. Ils font, tu sais, c'est des one-man shows. Ils font toujours plein de choses. Donc, c'est vraiment une journée de ressourcement. Puis, c'est aussi les nouvelles tendances qui se font sur le marché, je dirais, là. Donc, on va leur donner des outils, pas des choses trop compliquées non plus, des choses qui leur parlent. Donc, c'est du ressourcement et je pense aussi qu'en même temps, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul aussi. Oui, il y en a d'autres aussi qui vivent la même chose. Ouais. Donc, cette conférence en avant-midi avec M. Clément et par la suite, Stéphane Simard dans l'après-midi qui nous revient, lui, avec générer davantage d'engagement au travail. Donc, avoir des employés, oui, mais les garder. Oui, c'est ça. C'est souvent ça l'enjeu. Donc, oui, des méthodes de recrutement qui sont bonnes, mais si on veut pas avoir à recommencer le processus de recrutement après 2-3 mois, on sait que c'est fastidieux, c'est long, c'est coûteux. Donc, si on veut pas avoir à recommencer ce processus-là, ben quels moyens qu'on met en place dès l'accueil des nouveaux employés dans nos entreprises. Donc, comment générer l'engagement, puis pour pas que l'employeur et l'employé soient déçus. Donc, que les deux soient heureux. Des fois, on entend les employeurs disent je suis obligée de me mettre à plat ventre devant mes employés. Donc, tu sais, pour pas être obligé d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire pour impliquer ses employés? Donc, encore une fois, plein d'outils aussi avec cette lui aussi. conférence-là. Stéphane Simard, je le connais depuis à peu près 10 ans. Il vient souvent en région, il vient de Montréal, mais il vient souvent faire des interventions, du coaching, des formations, des conférences en région, en Abitibi-Témiscamingue. Okay. Donc, vous avez sûrement déjà entendu
entendu son nom. C'est un gars qui donne vraiment beaucoup d'outils concrets, simples, puis très dynamiques aussi. En après-midi, là, on s'endormira pas. Des messieurs aussi qui connaissent la réalité du Témiscamingue. Oui, c'est ça. C'est important, ça aussi. Oui, c'est sûr que Stéphane Simard la connaît plus, la région, comparativement à M. Clément, mais je l'ai bien informé, puis il est habitué de travailler avec des petites entreprises aussi. À qui ça s'adresse, cette journée-là? On parle des employeurs, oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Non, je dirais, des fois, c'est autant les superviseurs d'équipe que les personnes qui sont vraiment attitrées aux ressources humaines ou les propriétaires, les entrepreneurs eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas nécessairement de département de ressources humaines. Donc, comme je disais tantôt, ils font plein de tâches dans les entreprises. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui ont à gérer une équipe de travail, je dirais. Donc, c'est le 28 novembre prochain que ça aura lieu. À quel endroit et quels sont les coûts d'inscription? C'est à la salle Marianne, au centre Richelieu, à Lorrainville. Donc, c'est 75 $ par entreprise et 50 $ par personne supplémentaire d'une même entreprise. Et ça inclut le dîner aussi? Oui, il y a un repas servi? Oui, servi sur place le midi. Donc, on vous garde toute la journée. Marisol, comment on fait, donc, soit pour s'inscrire ou encore pour avoir plus d'informations? Bien, vous pouvez me contacter au Centre local d'emploi au 629-6213, le poste 233. Donc, c'est important de s'inscrire à l'avance, finalement. Donc, il faut absolument vous rejoindre. Oui, oui, idéalement, parce qu'on ne prend pas nécessairement d'inscription sur place pour des questions de logistique et de repas, pour que tout le monde mange. Mais oui, c'est ça. On aimerait bien que les gens s'inscrivent à l'avance. S'il y a des gens qui ne sont pas convaincus encore, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils assistent à ce 4e colloque en ressources humaines? Bien, c'est sûr que les entrepreneurs, ils ont plein de choses à faire dans leur entreprise. Donc, souvent, ils n'ont pas le temps de s'informer sur les ressources humaines. C'est quoi les nouvelles pratiques? Des petits trucs, des fois faciles. Des fois, on dit, bien, c'est des trucs de base ou des trucs innovants qu'ils ne connaissaient pas. Donc, de dire, on prend une journée de ressourcement pour consacrer aux ressources humaines. Donc, c'est sûr que je sais que les entrepreneurs sont très, très, très occupés, mais c'est ce que je leur dirais, de venir voir parce que c'est des conférenciers très dynamiques. Je les ai vus les deux, je les connais assez bien. Donc, c'est ce que je leur dirais. C'est presque un cadeau de Noël à s'offrir. C'est presque ça pour un employeur? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment de prendre un moment pour les ressources humaines parce qu'on sait, on l'entend partout, la rareté de main-d'œuvre. Mais quand on est une entreprise dynamique, qui a des belles pratiques en ressources humaines, inévitablement, on est attractif. Puis quand on affiche une offre d'emploi, on reçoit des CV, on reçoit des candidatures, que ce soit des employés qui réfèrent des amis, de la famille, dans l'entreprise, mais c'est des bons ambassadeurs. Donc, s'ils sont heureux dans leur milieu de travail, inévitablement, l'entreprise rayonne. Donc, comment avoir des petits trucs, des fois, tant pour le recrutement que pour la rétention de la main-d'œuvre, pour dynamiser son entreprise, pour la faire rayonner. Puis en lien avec l'enjeu démographique où on doit attirer de la nouvelle main-d'œuvre, la population Témiscamingue, bien, c'est une opportunité pour les entreprises. C'est un rendez-vous le 28 novembre. Merci Marisol. Merci beaucoup. Depuis déjà plusieurs années, le Centre de soins de longue durée Anishinaabe de la Témiscamingue First Nation invite la population à être généreuse pour leur campagne annuelle Christmas Party and Penny Sale. Tous les fonds amassés sont utilisés pour les diverses activités des résidents du centre de soins. Nous avons rencontré une responsable de cette levée de fonds, Barbara Paulson. Madame Paulson, cette année encore a lieu le Christmas Party and Penny Sale. Qu'est-ce que c'est au juste cet événement-là? Cet événement-là, c'est pour... premièrement, on débute avec un dîner pour les résidents avec leurs familles qui sont invités. Il y en a 4 qui sont invités parmi les familles. Fait que ça nous fait un total de 72 personnes à servir le dîner. Un dîner spécial pour les fêtes? Ou Pour les fêtes, okay. Oui. C'est un dîner traditionnel de Noël pour les résidents. Oui. Donc, ça commence avec un dîner, là, on dit vers 11h30 pour les résidents et les familles. Oui. Par la suite, il y a l'après-midi party de Noël. Oui, avec donc, la j'imagine musique. qu'il y a une ambiance, là. Oui, avec la musique, avec les Ducharme d'Ontario, qui vont être parmi nous jusqu'à 4 heures, je pense, environ. Okay. Oui. Après ça, bien là, les ventes de billets puis tout ça, ils commencent. Puis il y a le penny sale, c'est pour ça qu'on ramasse des dons pour
c'est plus des items pour pouvoir vendre nos billets pour faire... Dans le fond, si je comprends bien, ça se passe au centre de soins de longue durée à Anishinaabe. Oui. Ça commence avec ce dîner-là des résidents et leurs familles. Par la suite, la population est invitée. Puis Oui. là, c'est là qu'il se passe plein de choses. Plein de choses. Oui. Des artistes qui vont pouvoir apporter leurs œuvres pour Oui. les vendre. Oui, on offre une table pour eux aussi, pour avoir la chance de vendre leurs œuvres qu'ils ont fait durant l'année. Puis le penny sale dont vous parlez, c'est, on pourrait traduire la vente en 1 sou. C'est un peu comme ça qu'on peut traduire. Oui. Comment ça fonctionne au juste, cette vente-là? On vend 20 billets pour 5 $. Puis, c'est la personne qui achète les billets. Ils ont le choix de où est-ce qu'ils veulent mettre leur billet pour avoir le champ. Quand on fait le tirage, bien, c'est la personne qui gagne ce cadeau-là. OK, puis les cadeaux, est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que ce sera, ces cadeaux-là? Oh, oui, parce que quand on les ramasse, bien, quand c'est fait en don, bien là, on les voit, on va les envelopper. Non, Donc, je sais pas. Non, on ne les enveloppe pas. Pour savoir ce qu'on peut gagner. Pour savoir, finalement. oui. OK. Dans le fond, c'est des dons de la communauté, des partenaires qui donnent des choses? Bien, c'est plus des entreprises qu'on va aller voir. Des commanditaires. Des commanditaires qui pour les OK, oui. d'accord. Donc, c'est organisé par le Centre de santé Anishinaabe. C'est vous qui organisez ça là-bas? J'ai aussi une employée qui s'appelle Karen King. OK. C'est elle qui est en charge de l'événement aussi. Puis aussi, ils peuvent appeler elle aussi s'ils ont d'autres questions. Si on a des questions. Oui. Dans le fond, cet événement-là, ça arrive, c'est là depuis plusieurs années déjà. On ne se souvient pratiquement pas depuis quand parce que ça fait très longtemps. Oui. Où vont les sous qui sont amassés? Les sous pour ça, c'est pour des activités pour les résidents, comme soit que Karen elle achète des petits cadeaux pour faire des bingos dans la maison, chez nous. Là. Puis, oui, après ça, ben, s'ils font une sortie, c'est pour leur aider un peu avec des sous. Comment ça se passe présentement? Vous avez 18 résidents du côté du centre. Quel genre d'activité vous faites? Bien, comme c'est là, on fait des bingos, ou bien, jusqu'à date, elle fait comme des manicures, puis elle achète des affaires pour les petites madames, puis oui, comme toutes sortes d'activités, en fait. Oui. Pour la qualité de vie de ces résidents-là. Oui, pour leur Est-ce que c'est le seul moyen de financement que vous avez, ce party-là? Oui, à Noël? Ça c'est à peu près 1 ou 2 fois peut-être 4 fois par année, elle va faire un autre bake sale. OK. Oui. Où est-ce que le monde fait des gâteaux, des biscuits, puis ils nous emmènent ça, puis on les vend. Ou des billets 50-50. Oui, OK. Oui, ça aussi. Fait que vraiment, ce party de Noël-là et le penny sale, c'est la grosse levée de fonds, mais il y en a des plus petites aussi durant l'année. Oui. Qui peut faire un don, Mme Paulson, pour cette organisation-là? C'est ouvert à tout le monde, hein? Oui. Oui. Donc, on invite tout le monde à être généreux pour le bonheur de ces résidents-là. Oui. Donc, 18 résidents du côté du Centre de santé de soins de longue durée à Anishinaabe. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire un don? Vous pouvez venir nous voir, faire un tour, de la soin de longue durée et venir nous voir, puis le déposer ou bien nous appeler, quelqu'un ira le chercher. Tout simplement. Donc, cette fête-là qui aura lieu le 13 décembre prochain, directement au Centre de santé. Merci beaucoup, Mme Paulson. Bienvenue. Les 9 et 10 novembre dernier se tenait la 8e édition du Salon des artistes et artisans du Témiscamingue du côté du Centre Richelieu de Lorrainville, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'art de la région. Il s'agit aussi d'une tradition qui commence à être bien ancrée dans les habitudes des Témiscamiens et Témiscamiennes qui désirent trouver un cadeau de Noël original qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Cette année, encore une grande variété d'œuvres d'art et de produits faits à la main se retrouvaient dans les différents kiosques. Par exemple, jouets en bois, tuques en laine, bijoux, savons, chandelles, etc. Une cinquantaine d'artistes et artisans participaient à cette 8e édition. TV Témis a rencontré quelques-uns de ceux-ci, ainsi que le président du Salon des artistes et artisans du Témiscamingue, Christian Paquette.
Le but du salon, c'est un salon cadeau pour la période des fêtes. Fait que c'est une ambiance festive qui va donner un beau prélude au temps des fêtes. Fait que les gens viennent chercher l'item cadeau, l'idée de génie là, pour un échange ou pour trouver la petite chose particulière là, pour offrir à des proches. On a 55 artistes et artisans sur le plancher. C'est sûr que les emplacements, on n'a pas 55 emplacements, mais maintenant, on a des artisans qui produisent à plus petit volume, fait qu'ils jumellent à 2 dans le même emplacement pour offrir une variété de produits. Bien, moi, je travaille le verre, je suis verrier. Fait que ici, en salon, j'ai mon atelier à la maison, la Verrerie de la Montagne, qui est située à Ville-Marie. Fait qu'ici, ce que je présente, bien, il y a beaucoup de bijoux qu'on connaît, les boucles d'oreilles, les bagues, les montres, les bracelets, les pendentifs, colliers. Tous des jouets pour enfants, des petits camions blocs, des trains, des camions à sable, de toutes sortes, des tracteurs. On essaie de diversifier pour que tout le monde soit heureux là-dedans. À chaque année, on a environ 5 à 6 nouveautés. Cette année, on a un monsieur du Témiscamingue qui fait des sculptures en métal. On a même une artisane qui nous emmène des produits de lainage d'alpaga. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a plein de nouveautés. Puis, je pense que d'une année à l'autre, les artisans et les artisanes renouvellent les produits qu'ils offrent. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent toujours d'apporter une nouveauté, une touche de création à l'intérieur de leurs produits. Ça donne une occasion à tout le monde de montrer leur travail, ce qu'ils font, puis de voir les différents talents qu'il y a au Témiscamingue. Un des premiers buts du salon, c'est de briser l'isolement. C'est-à-dire que souvent, l'artisan ou l'artisane va produire des objets chez eux. Puis le seul contact avec le public qu'ils ont dans l'année, c'est le Salon des artistes et artisans. Donc, c'est là, il y a un bain de foule qui se fait. Puis lorsqu'ils arrivent le vendredi pour installer leur kiosque, il y a une nervosité. Vraiment, là, ils veulent donner une ambiance du temps des fêtes à leur emplacement. Mes produits vont-ils fonctionner? Les gens vont-ils apprécier? Vont-ils trouver ça trop cher? Vont-ils trouver ça abordable? Donc, c'est toutes des questions qui suscitent un peu de nervosité. Par contre, la réponse du public est excessivement positive. C'est des beaux objets de très grande qualité à prix très abordable parce que c'est tout du fait main. Moi, je suis ici pour que ça continue, plus que me faire connaître. Parce que quand tu commences comme artisan, c'est difficile. Quand j'ai commencé, il y a 10 ans, bien, j'en avais pas des trucs comme ça. Il n'y en avait pas de place où je pouvais vendre mes choses. Fait que là, on a commencé à en vendre soit au RIF, à la Galerie du RIF, parce qu'on en vend ici, aussi à vendre des trucs d'artisans. Puis ici, il y a le salon que je trouve que c'est important que la population témiscamienne sache que ça existe, qu'on a plein de gens ici qui font des belles choses. Moi, c'est la 7e année que je viens. Bien que l'année passée, j'ai manqué, mais pour montrer qu'on est capable de faire autant comme les ceux dans les grandes villes sont capables de faire. On est aussi bon que eux autres. Je pense que c'est la 7e année que je viens, puis je me rends compte qu'il y a toujours du monde qui ne me connaissent pas encore. Fait qu'il y a toujours du nouveau monde, fait que ça me permet de me faire connaître toujours d'année en année. C'est toujours de plus en plus. En premier, c'est une rencontre. Hein? Les gens se rencontrent, ils jasent. Il y a des gens qui se voient une fois par année, puis c'est au Salon des artistes et artisans depuis 8 ans. Donc, c'est des échanges, puis par la suite, ils peuvent apprécier les produits, la grande qualité des produits qui sont offerts à la population. Puis, aussi, les trouvailles. Ils font vraiment de belles trouvailles là, à travers les produits qui sont offerts. Ah, ça l'a beaucoup aidé, c'est sûr, parce que là, les gens, bien, ils nous appellent puis ils viennent à la maison aussi. Là, fait que là, bien, ça nous a aidés à se faire connaître. Oui, parce qu'il y en a que ça fait des années que je connais puis qu'on se connaît. Quand ils arrivent ici, ils restent tout surpris de voir que je fais des affaires de même. Quand ça fait 10-15 ans que tu vois, moi je travaillais au magasin, et ils ne savaient pas que je faisais ces choses-là. Puis à toutes les années, il y en a tout le temps un nouveau qui arrive. « Hein, tu fais ça, toi? » Ben oui, on fait ça. Nous, la fabrique de Geppetto, les gens le savent, on se spécialise plutôt dans les objets en bois qu'on confectionne nous-mêmes. C'est des objets utilitaires, des objets décoratifs.
Puis, on essaye de les personnaliser sous forme de gravure ou de bas-relief là, avec du vinyle. Donc, c'est ce qu'on offre comme produit à la clientèle. Puis, ce qui est particulier au salon, c'est que il n'y a pas une influence du même produit. Fait qu'il y a une très, très grande variété. Fait que c'est ça qu'on essaye de surveiller aussi au niveau de nos inscriptions auprès de nos artisanes, qui est d'avoir une variété. Pas se ramasser, mettons, avec 10 personnes qui vont nous présenter du savon, exemple. Donc, on essaye de garder un peu une exclusivité là, de 1 ou 2 artisans qui vont offrir sensiblement le même produit. Par contre, on essaie d'avoir un grand champ de variété au niveau des produits. J'ai tout le talent du Témiscamingue à la même place. Le vendredi 9 novembre était la dernière journée en tant que journaliste à CKVM pour Daniel Sirois, qui prenait sa retraite après 14 ans à la barre du bulletin d'information de la radio locale. Ses collègues ont souligné son départ lors de son dernier bulletin du matin en prenant le monopole des ondes pour lui faire quelques hommages. TV Témis tenait à capter ce moment et s'est ensuite entretenu avec M. Sirois, qui nous relate ses débuts à la station, quelques faits saillants ainsi que quelques projets de retraite. Ben moi, j'ai été à Télé-VM pendant 7 ans. Télé-VM qui, malheureusement, pour des raisons financières, a dû fermer ses portes. Alors, je faisais le bulletin d'information là-bas. J'étais un peu l'anchorman pour les nouvelles. Alors, je me suis emmené ici comme remplaçant à la radio, animateur. Et puis, j'ai commencé ici comme remplaçant en 2004, pendant une bonne partie de l'année. Et peu avant la période des fêtes cette année-là, il y avait eu une problématique avec celui qui occupait le poste avant moi, qui a dû quitter. Et ben, on m'a dit, ben, tu commences le 4 janvier. Et parce que ben, j'avais eu l'expérience de la télé, j'avais les contacts dans le milieu et tout ça. Alors, c'est là que l'aventure a commencé, le 4 janvier au matin, avec 0 nouvelles. Alors, la seule affaire à laquelle j'ai pu me raccrocher, c'était le décès du premier ministre, de l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il était un monsieur au nom de famille que j'ai oublié, mais qui était un nom de famille qu'on retrouve beaucoup au Témiscamingue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont originaires de l'Acadie, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de Leblanc, il y a beaucoup de Robichaud, des noms comme ça qu'on retrouve ici. Alors, je me suis accroché à ça, et à partir de ça, ben là, ça a commencé, là. Et là, il s'est passé, pour ceux qui pensent qu'il ne se passe pas grand-chose au Témiscamingue, il s'en passe des choses quand on regarde un peu, quand on gratte un peu ce qui se passe chez nous. Même si c'est une petite région où on a peu de population, mais il y a quand même plein de choses qui se passent. Et ça devient fascinant quand tu embarques dans ça, et tu rencontres les gens, tu vas voir, et surtout, tu découvres un territoire. Et l'avantage que j'ai trouvé à faire ce métier-là, c'est que moi, je ne suis pas originaire du Témiscamingue, mais autant quand j'étais à Télé-VM qu'à CKVM, j'ai vraiment découvert l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Des endroits que je suis convaincu qu'il y a plein de gens du Témiscamingue qui ne savent même pas qu'ils existent ou qui savent que ça existe, mais que ça n'a pas donné qu'il y aille. Ça m'a permis de découvrir plein d'affaires et de vraiment bien connaître le coin de pays que j'ai choisi. Et puis la preuve que je l'ai bien découvert, c'est que je veux finir mes jours ici. Je suis un Témiscamien d'adoption, mais je le resterai jusqu'à la fin de mes jours parce que ça m'a pris du temps. Je me suis promené beaucoup dans la vie. J'ai resté à plusieurs endroits. Ça a pris du temps à trouver l'endroit où vraiment je voulais m'ancrer. Ben, c'est ici au Témiscamingue. Et mon travail y a beaucoup contribué. Quels ont été les événements marquants dans ta carrière? Oh boy! Il y en a eu plusieurs, là. Un des derniers, ça a été évidemment le parc au Pémican. Ça a été quelque chose qu'on a suivi pendant longtemps. Mais il y a aussi eu tout le volet politique, les changements de gouvernement, ce que ça a amené, les opportunités que j'ai eues comme journaliste dans une petite station de radio où j'étais le seul journaliste. Ça m'a permis de faire des entrevues avec tous les premiers ministres depuis Bernard Landry, que j'avais fait à l'époque de Télé-VM, et j'ai fait plusieurs entrevues avec Jean Charest, avec Philippe Couillard, avec Pauline Marois, que j'ai réussi à attirer en studio ici à Ville-Marie à l'époque, parce que lors de la campagne électorale, au cours de laquelle elle a été élue, je lui avais fait promettre au téléphone que là, elle allait à Val-d'Or à Rouen, mais que si elle était élue à l'intérieur d'un premier mandat, qu'elle vienne au Témiscamingue, en studio, faire une entrevue. Et quand c'est arrivé, elle est descendue ici, son attachée, Madame ma chef de cabinet, Marie Barrette, me disait oui, mais là, on est beaucoup occupés, là. Pourriez-vous venir au Nord? Je dis, non. Moi, j'ai fait jouer le clip à mes auditeurs et elle a dit qu'elle venait en studio à Ville-Marie. Et c'est pas arrivé depuis Jean Lesage, une entrevue d'un premier ministre du Québec en studio à Ville-Marie à CKVM. Et ça, je pense que ça l'a ébranlé parce que finalement, j'ai reçu un autre coup de téléphone. OK, on va être là à telle heure. Et là,
panique à Munich, tout le monde dans la station, tu reçois le premier ministre, les policiers qui viennent vérifier avant. En tout cas, c'est toute une procédure quand un premier ministre se déplace. Et ben, on a réussi à l'attirer en studio. Finalement, ça a donné une bonne entrevue, ça a été drôle. On a même appris qu'elle avait le livre de recettes de Nord-Ouest québécois, qu'elle faisait des recettes originaires de notre région. Et ben, je pense qu'elle était fière d'être la deuxième première ministre depuis Jean Lesage avait venir faire une entrevue en studio. Alors ça a été un moment pour CKVM, pour toute l'équipe et tout ça. Et j'étais fier d'y avoir fait promettre ça au téléphone pendant la campagne électorale. Et bien, ça nous a donné une entrevue. Et c'est ça, le fait d'être le seul journaliste dans une petite radio, bien, ça donne des opportunités que tu n'as pas dans de grands réseaux, parce que souvent, les grands réseaux, bien, c'est les anchormen, c'est ceux qui ont ce privilège-là de faire de grandes entrevues. Ben, moi, je l'ai eu à cause, justement, du fait qu'on était une radio indépendante et que j'étais le seul journaliste. Ça m'a amené beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'il y a des grands dossiers de Témiscamingue qui t'ont tenu à cœur, là, qui te viennent en tête? Oui, effectivement. Ben, en fait, tout ce qui se passe au niveau de la MRC et comment, toute la démarche qui avait été amorcée concernant pas nécessairement des fusions, mais des regroupements. On avait eu droit à une soirée d'information à Lorrainville. Ça, c'est un dossier que j'ai suivi de près parce que moi, je pense qu'à certains égards, on aurait beaucoup de bénéfices au Témiscamingue à se regrouper, et peut-être même dans certains cas, comme on a fait à la Verlochère et Anglier, de fusionner parce que si on regarde au total de la table des maires, tous les élus qu'il y a, écoute, c'est plus qu'à Montréal ou à New York. Alors, tu sais, il y a peut-être des choses qu'on pourrait tenter de regrouper pour justement réduire les coûts et cet argent-là économisé qu'on pourrait la mettre justement à attirer des gens chez nous. Il y a plein je pense qu'il y a une dynamique à créer là-dessus. Et autre chose que je trouve importante, c'est le plan stratégique du Témiscamingue. Depuis le moment où on a décidé de se lancer là-dedans, j'ai eu le plaisir de participer à la première qui avait lieu à l'école des Rivières-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord, où on a lancé ce genre de démarche-là, où on avait un plan stratégique et tout ça. Et je vois ça. Et là, je vois qu'on en est à la démographie actuellement. Et ça, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Parce que on a une région exceptionnelle, d'une beauté incroyable. Il y a tout pour attirer des gens ici et ça ne marche pas pour l'instant. On tente toutes sortes de choses, mais il faut que ça marche et il faut... Je parlais avec Réal Couture, puis Réal avait raison. Il nous manque 5000 personnes. Si on avait 5000 habitants de plus au Témiscamingue, tout ce qu'on pourrait avoir comme développement, non seulement économique, mais développement social, développement touristique et tout ça, c'est là vraiment quelle est la problématique. Alors, je souhaite tellement que non seulement on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, mais qu'on le dépasse et de beaucoup. Et je pense que tout le monde en tirerait profit. Est-ce qu'il y a des projets de retraite dans ce sens au niveau politique ou développement? Non, pas du tout. Je laisse ça aux autres. J'ai eu assez de le couvrir. Je vais laisser les autres le faire. Non, mais j'ai quand même des projets. Mais écoute, je me donne quand même une année à moi. Hein? Parce que tu sais, comme tu sais, demain, ça va être mon anniversaire. Ça, c'est un fait dont je suis assez fier. Mon premier jour de retraite sera le jour de mon anniversaire, mais je vais avoir 63 ans. Alors, je ne me lancerai pas dans de grandes aventures. Par contre, après cette année-là, ben, je veux donner des coups de main. J'ai des projets, notamment avec la table de concertation, pour retourner à un ascenseur qu'on m'a donné il y a plusieurs années, quelque chose pour aider les gens. Tu vois, je vais venir faire la guignolée des médias encore cette année, même si je ne suis plus dans un média, parce que pour moi, c'est une cause qui m'a toujours tenu à cœur. Et, ben écoute, dans ma vie personnelle, je veux prendre mon temps. Je veux pas savoir quel jour qu'on est, quelle heure qu'il est, à quelle heure il faut que je me lève. Je veux vraiment profiter de la vie. Je veux me lancer dans une aventure culinaire. Je veux apprendre à faire du pain maison, faire mon pain moi-même. Mon boss va me donner des trucs parce que lui, il le fait déjà depuis longtemps. Et Marie-Josée Ouellette, agente d'information à la Sûreté du Québec, donne des cours pour faire du pain même. Et au fil des ans, on est devenus très, très amis, elle et moi. Puis... Et beaucoup de gens, tu sais, avec qui j'ai des conversations seulement téléphoniques, mais on a tellement de fun à se parler ensemble, ça développe une amitié à distance. Et moi, ça, j'adore ça. En plus des gens ici, tout ça, qui collaborent beaucoup, tout ça. Fait que... Non, j'ai quand même des plans. Je m'ennuierai pas, ne t'en fais pas. Puis je suis pas un ennuyeux d'avance, alors ça sera pas bien compliqué. De tes débuts à aujourd'hui, comment le métier de journaliste a évolué au niveau de la pratique, mais peut-être au niveau même technologique? Là, on embarque dans un sujet assez spécial. Écoute, moi, je t'avoue que je suis de la vieille école là-dessus. Je préfère des sources véridiques ou parler à des gens. Ou, tu sais, tout le volet médias sociaux, tu sais, nouvelles de ça, tu sais, d'espèces de...
je suis un peu méfiant par rapport à ça. Moi, je suis encore pour les bonnes vieilles méthodes et il n'y a rien comme parler avec quelqu'un pour savoir quelque chose. Et souvent, puis moi, je pars toujours du principe que mes entrevues, je les prépare jamais. Je n'arrive pas avec des questions. Je pars avec une question. Et c'est à partir de cette question-là et surtout des réponses que je vais obtenir que je construis mon entrevue. Parce que l'important, ça a toujours été pour moi d'écouter mon invité, d'écouter ce qu'il me dit, parce que c'est dans ce qu'il me dit que je vais trouver ce que je veux savoir par la suite. Alors, c'est un peu ça. Ouais. Je vois ça un peu comme ça. Sachant que la retraite s'en venait, comment s'est passé les derniers jours de travail à Secretariat? Ah, ben écoute, c'est pas facile pour les autres. Non, je blague, mais ça a été... Écoute, bon, je t'avoue que je compte les dodos, hein, évidemment, mais c'est quand même bien parce que ce qui m'inquiétait, c'était la relève. Et là, ben, je suis rassuré avec Philippe, ça devrait super bien aller. Il a de l'expérience journalistique dans un journal, l'Écho. Il a fait, tu sais, il a des contacts parce qu'il a travaillé une expérience dans un volet politique où il a eu à connaître les gens du milieu et tout ça. Alors, je ne suis pas inquiet, il va être capable de partir en commençant, de ce côté-là. Et ce qui va me manquer aussi, c'est l'équipe, évidemment, toute la gang, parce qu'on a tellement de fun ici, là. Tu le sais, tu as travaillé un petit peu ici, à une certaine époque, tu as remplacé, et puis, tu as vu qu'on s'emmerde pas. Tu sais, c'est vraiment un milieu de fun à travailler. Ça va me manquer, mais ils savent que je vais venir les achaler à l'occasion, même assez souvent, et parce que je vais m'ennuyer d'eux autres. Mais en même temps, ben écoute, c'est la vie, hein, on s'en va tous vers là un moment donné, puis, mais moi, l'idée que j'avais, c'est que, comme je quitte à 63 ans, ben au moins, je récupère 7 années de ma dernière belle décennie, parce que la 70e, elle tombe pas mal plus tranquille. Alors, mais là, cette 60-là, je peux te dire que je vais en profiter au maximum. Ça, c'est sûr. En terminant, un petit mot pour tes auditeurs. Ben écoute, merci d'avoir été là et puis de ne pas avoir été gêné de m'appeler pour me dire des choses, pour me parler, me mettre au courant de ce qui se passait. Ça m'a aidé beaucoup dans mon travail. Et cette confiance-là que je sentais à des gens, ça m'a touché vraiment parce que c'est pas facile. Puis l'information, c'est un domaine qui est pas facile parce que souvent, nous, malheureusement, au Témiscamingue, on a souvent de mauvaises nouvelles. Puis c'est pas facile à gérer tout ça. Mais tu peux être sûr que quand on a de bonnes nouvelles, que ce soit sociales ou économiques ou peu importe, on pesait au fond sur la pédale pour en parler parce qu'on voulait que ça... Parce que pour moi, je me dis, tu sais, on parlait de démographie. Si on n'a que de mauvaises nouvelles ou qu'on regarde toujours le côté négatif des choses, c'est une bonne façon de perdre notre monde. Moi, il y a d'autres personnes qui font ça. Moi, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui est de positif, ce qu'on peut construire au Témiscamingue, sur quoi on peut bâtir quelque chose de bien, de durable. Tu sais, je me dis, si on veut les garder, nos gens, il faut qu'ils sentent qu'ici, c'est un milieu où on est bien, où ça va bien. Faut pas... tu sais, il y a assez de problèmes comme ça. N'en rajoutons pas une couche. Au contraire, regardons ce qui est positif, sur quoi on peut bâtir et sur quoi on peut développer le Témiscamingue. Moi, ça a été mon approche. Moi, je la vois comme ça. Ouais. Lors des matchs du week-end à Ville-Marie, les Pirates ont joué pour 500, subissant une défaite de 8-5 contre les Lynx de West Nipissing et récoltant une victoire sans équivoque contre les Sharpshooters d'Ottawa. Voici le résumé avec notre collaborateur Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont divisé les honneurs des 2 matchs disputés à Ville-Marie les 15 et 17 novembre derniers. Le 15 novembre, les Pirates recevaient la visite de leurs grands rivaux, les Lynx de West Nipissing. Une défaite de 8-5 pour les Pirates. Les Lynx obtiennent les meilleures occasions en début de match. Ils inscriront d'ailleurs les 2 premiers buts du match avant de voir Ville-Marie revenir dans le match avec un but à 4 contre 4, puis créer l'égalité avec 1 minute 34 à faire à la première période. En début de deuxième période, le gardien des Pirates, Jean-Mathieu Ouellette, se dresse devant une échappée. En avantage numérique, en tombant, Hugo Bloom pousse le disque derrière le gardien. En milieu de période, une belle mise en échec synchronisée d'Alan Villan soulève les spectateurs. On va dire que je commence un peu à prendre mon rôle. Début de saison, c'était pas tout à fait ça. Mais là, plus les matchs passent, plus ça va, plus je prends confiance, plus je joue physique et c'est ce qu'on me demande. Donc, c'est sûr que sur la glace, les 2 équipes veulent gagner. Donc, y a des coups, il y a des jeux physiques. Puis c'est le hockey, il y a des chicanes un peu, donc c'est ce qui fait le hockey. Après un autre arrêt important du gardien des Pirates, les Lynx créent l'égalité. Ils inscriront aussi le 4e but du match avant de voir Alex Peters y aller d'une savante passe pour Samuel Bégin qui complète. Un but en avantage numérique. C'est l'égalité 4-4 après 40 minutes de jeu.
En fait, comme tu dis, on a commencé pas super bien. Là. On a tiré de l'arrière assez rapidement. Après ça, on s'est replacé un petit peu tout ça, mais on n'a jamais trouvé notre pirate game ce soir. On travaillait, mais on travaillait mal. La confiance de certains n'était peut-être pas là, tout ça. On n'était pas sharp, comme on dit. Donc, je pense que oui, on était dans le match. Ça a été serré un petit bout, mais en troisième période, ils ont mérité vraiment plus la victoire. Ils ont travaillé mieux que nous autres, surtout. Là. En troisième période, les Lynx marquent en supériorité numérique, alors que les Pirates écopent d'une punition pour trop d'hommes sur la glace. Un but chanceux des Lynx leur donne une avance de 2 buts. Ceux-ci inscrivent aussi le 7e but avant de voir Jérémy Boivin réduire l'écart à 2 buts. Une série de cafouillages mène au 8e but de Wesley Pessing, qui l'emporte par la marque de 8-5. Ça s'est pas déroulé comme prévu, malheureusement, mais on va se reprendre le prochain match puis on va arriver meilleur. Il y a quand même du positif. Là. Il y a certains joueurs, là, on pense à Benoît Harpin, Christophe Beaulieu-Guimond, Wichoni, comme tu viens de dire, Jérémy Boivin, tout ça. Donc, il y a des gars qui ont quand même joué des bons matchs, là. Mais malheureusement, c'était pas tout le monde. Ça arrive des soirs comme ça. Regarde, il faut juste se replacer et être prêt pour la prochaine rencontre. Ottawa sont mieux d'être prêts parce qu'on va être prêts nous autres, c'est sûr. Samedi soir, c'est au tour des Sharpshooters d'Ottawa de rendre visite aux Pirates. Un match totalement dominé par les hommes d'Alain Mercier. À preuve, les Pirates se forgent une avance de 6-1 après une période de jeu. C'est le 3e gardien de but de l'équipe, Niklas Gunner, qui défend la cage des Pirates. Il sera solide lors des rares menaces menées par l'attaque d'Ottawa. Plusieurs joueurs différents se sont signalés à l'attaque pour les Pirates dans ce match. Jérémy Boivin, Benoît Harpin, Nicolas Belrose et Félix-Antoine Lévesque inscrivent chacun 2 buts dans cette victoire. Dans le fond, contre Westnip, on l'a pas eu facile. Puis moi, en général, ça a peut-être bien été, mais pour l'équipe en général, on avait des affaires à se faire pardonner à soir. Puis on a bien fait pardonner ça à soir. Fait que, on est fiers de l'équipe, puis on a joué un gros match. Je me concentre beaucoup sur mon jeu défensif. J'ai un bon jeu défensif, puis quand on peut contribuer offensivement, c'est ça qu'il faut. On avait quelques lacunes un peu, mais ça s'est replacé, là, c'est rendu autour de Burelier. Je trouve qu'il fait bien ça en passant. Puis ouais, j'aime bien ça. J'ai aimé ça faire un petit passage à la def. Écoute, t'en apprends un peu plus, tu deviens un joueur plus complet un peu. Je trouve que la chimie est revenue avec mes partenaires de trio du Témis, Christophe Beaulieu-Guimond et Marc-Antoine. La chimie s'est installée comme un peu l'année passée, en fin d'année. Ouais, avec la défaite de l'autre jour, on n'avait pas le choix de sortir fort. Victoire sans équivoque de 14-3 des Pirates. Ce week-end coïncidait avec le milieu de la saison des Pirates. Retour sur le début de la saison avec le président d'équipe, Darcy Briand. Pour une deuxième saison, je te dirais qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Une série de victoires en partant, des réajustements, puis là, on est reparti sur le sentier de la victoire. Pour une deuxième saison, être en première position de la Ligue, c'est fantastique. Je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs, je suis fier, parce que, comme je l'ai dit au début de la saison, je trouve qu'on a des scoreurs cette année. On a des gars avec des mains. Que ce soit la première, deuxième, troisième ligne, je suis pratiquement fier de tous les joueurs que je vois là. Je te dirais qu'on a besoin d'aller chercher encore, on est encore en mode recherche, on aimerait aller chercher quelques défenseurs. Parce qu'on, premièrement, on n'en a pas suffisamment, parce que nos gars, ils travaillent, nos gars sont aux études, on manque un petit peu de gars, ça fait qu'on va aller en chercher des supplémentaires. Puis on aimerait ça aller chercher des gros gars qui sont capables de faire le travail défensif, parce qu'on voit qu'il y a une petite lacune là, mais on est à la recherche, on va sûrement le trouver, puis c'est question d'ajustement. Je te dirais qu'on est super heureux parce qu'on a commencé un petit peu plus fort dans l'assistance que l'an passé. Et puis nos billets de saison se sont tous vendus avant le début de la saison. Donc c'est encourageant. Puis dans le fond, les spectateurs ont un bon show, puis c'est pour ça que l'aréna est pleine. Puis on est là, oui, pour jouer au hockey, mais on est là pour faire un show aussi, puis c'est le fun. Dans le fond, on est les premiers de la Ligue à avoir une mascotte. Donc, c'est un plus. Ville-Marie, on innove, on essaie d'être en avant de la Ligue, puis on essaie aussi de pousser la Ligue à monter un cran plus élevé, monter le calibre du jeu, monter l'animation, monter... ça fait qu'on est très fiers de notre mascotte, puis je pense qu'on fait jaser pas mal dans la Ligue avec aussi, là. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Le chef de la Première Nation de Wolf Lake, Harry Saint-Denis, est décédé le jeudi 15 novembre dernier suite à un malaise cardiaque. M. Saint-Denis dirigeait la communauté depuis plus de 30 ans. Tel que décrit par la journaliste Lise Millette de ici Radio-Canada Régional,
Plusieurs témoignages de sympathie ont afflué suite à cette triste annonce. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a souligné l'engagement de Harry Saint-Denis auprès de la nation algonquine et à titre de défenseur des Premières Nations partout au pays. La députée du nouveau Parti démocratique, Christine Moore, a offert ses condoléances à la communauté, soulignant que M. Saint-Denis était un homme très attaché à sa communauté, un monsieur charmant, agréable, engagé pour le peuple algonquin. Pour sa part, la députée de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, a été étonnée par cette mort subite, indiquant qu'elle avait rencontré M. Saint-Denis en campagne électorale et qu'ils avaient eu de beaux échanges. Elle avait d'ailleurs hâte de collaborer avec lui sur les différents projets sur lesquels ils avaient échangé. Harry Saint-Denis était chef de la communauté de Wolf Lake depuis 1986. D'ailleurs, des élections sont en cours à Wolf Lake en vue d'un scrutin le 30 novembre prochain. M. Saint-Denis faisait partie des candidats. L'équipe de TV Témis offre ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'à la communauté de M. Saint-Denis. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, souhaite que Québec agisse rapidement pour garantir l'accès aux soins spécialisés en région. Selon un texte du journaliste Boualem Adjouti publié sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional, après avoir écouté le premier ministre du Québec à la rencontre de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, les préfets ont décidé d'agir. Depuis quelques années déjà, plusieurs MRC, dont le Témiscamingue, vivent des ruptures de service et cette situation a poussé Claire Bolduc et 2 autres préfets à faire adopter une proposition d'urgence par l'Assemblée des MRC de la FQM. La proposition presse le gouvernement de François Legault d'organiser et de maintenir les soins de santé de spécialité en région. La préfète croit qu'il est possible de rencontrer rapidement le premier ministre et le ministre de la Santé pour régler le dossier. C'est donc à suivre. Après 5 ans, les travaux sont maintenant terminés sur le pont-barrage d'Anglier. Pendant ces 5 années, les automobilistes devaient soit attendre au feu de signalisation ou encore faire des détours, occasionnant des maux de tête, mais aussi des effets négatifs sur l'industrie touristique. Selon les informations de la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, l'ancienne mairesse d'Anglier, Lina Payne, se réjouit de la fin des travaux. Elle espère que les gens vont renouer avec la route 391 car il y a eu un gros changement et le coup d'œil est différent. Maintenant conseillère de la municipalité Laverlechère-Anglier, Lina Payne croit que les travaux auront eu un impact sur l'industrie touristique, notamment sur le nombre de campeurs en saison estivale. Même son de cloche pour la directrice des 2 attraits touristiques d'Anglier, soit le Thea Draper et le chantier de Gédéon, Cathy Fraser, qui précise que les 3 premières années de travaux ont fait mal. Elle dit que les groupes scolaires dans les autobus avaient de la difficulté à passer sur le barrage. Ils devaient contourner. C'était un enjeu pour eux en raison des coûts de transport et souvent, ils abandonnaient pour aller à un autre site. Or, le bonheur des uns fait le malheur des autres. La propriétaire de l'épicerie à Anglier, Léane Romain, voit une baisse de ses ventes depuis que les travailleurs ont quitté. Ils étaient des dizaines à fréquenter quotidiennement le commerce. Notons en terminant qu'environ 400 véhicules utilisent quotidiennement le pont-barrage d'Anglier. Les élèves de l'école primaire Marie-Immaculée de La Tulipe ont maintenant accès à un tipi aménagé dans leur cours de récréation. Les jeunes de 5e et de 6e année ont procédé à son inauguration la semaine dernière à La Tulipe. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, depuis plusieurs mois, les élèves de 5e et 6e année travaillent sur un projet de design environnemental qui s'inscrit dans le programme Fusion Jeunesse. Les élèves devaient concevoir et réaliser un projet dans le but de laisser un legs à la communauté scolaire en tenant compte des préoccupations environnementales. Le tipi est presque entièrement construit avec des matériaux pris en forêt et transformés par les élèves. Comme un module de cours d'école, les jeunes pourront passer leur temps libre dans le tipi. La Ville de Ville-Marie profite de la période d'inscription au défi 100 000 pour inciter ses résidents à s'activer cet hiver. Le défi 100 000 est une initiative mise sur pied il y a 6 ans pour encourager les gens à rester actifs malgré les journées plus courtes et la baisse du mercure. Ainsi, les participants s'engagent à faire 1 000 par jour, c'est-à-dire 1,6 km, durant 100 jours consécutifs, soit du 1er décembre 2018 au 10 mars 2019. Reconnaissant l'importance de l'activité physique pour une meilleure santé générale, la Ville de Ville-Marie paiera la moitié des frais d'inscription, soit 10 $, pour tous ses résidents désireux de s'inscrire au défi 100 000.
Afin de profiter de cette offre, ceux-ci doivent contacter la Ville de Ville-Marie directement au 819-629-2881, poste 101. Vous allez ainsi obtenir le code corporatif donnant accès à ce rabais, et ce, avant de faire votre inscription au www.d100m.com et de procéder au paiement. De plus, les Envers d'or profitent de l'engouement suscité par le défi 100 000 pour inviter les citoyens de Ville-Marie à participer au nettoyage de leur environnement en s'inscrivant sous l'équipe Les Envers d'or. À cet effet, les Envers d'or remettront 10 sacs aux personnes inscrites dans leur équipe en priorisant les résidents de Ville-Marie. Les coéquipiers Envers d'or doivent s'engager à utiliser leurs sacs au moins une fois par semaine pour ramasser des déchets retrouvés le long de leur trajet. Pour obtenir votre sac, contactez tout simplement la page Facebook Les Envers d'or. Rappelons que Les Envers d'or est un groupe citoyen dont les actions s'inscrivent dans 3 axes, soit l'environnement, l'alimentation et la proximité de l'activité physique. Et voilà ce qui conclut InfoTémis. Merci beaucoup d'avoir été là. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook et visitez aussi notre site web témis.tv pour avoir tous les détails de notre programmation. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.